Votre fidélité, mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Kiosque, votre magazine de production. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de votre magazine pour ce mardi dans le cadre de ce grand plateau de kiosque. Sur ce plateau, deux invités pour l'instant. Vous allez les découvrir dans le minute qui suivent. Entre-temps, je m'en vais vous donner l'actualité qui reste dominée par la commémoration d'une année depuis la signature, vous le savez, de l'accord de Washington. On va essayer d'analyser où en sommes-nous par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Est-ce que c'est une solution? Vous avez suivi le massacre d'Elituri perpétré par le présumé Adef Nalou. L'Église catholique pense qu'il faudrait se mettre autour d'une table pour une solution pérenne et durable. On va en parler au cours de ce magazine. Kiosque de ce jour, que ça pour vous, M. David Kalonji, merci d'être venu. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Je le répète, de vous savoir nombreux, ça fait longtemps. Hein? Oui, ça fait longtemps, mais je crois qu'on était un peu en repli, en train d'observer un peu comment les hommes politiques se comportent, en vue d'apporter à notre population justement une analyse qui puisse la rapprocher beaucoup plus de la patrie que des intérêts partisans. Vous parlez d'une analyse, vous vous présentez comme analyste politique proche de la patrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, bon, le paysage politique congolais, il y a toujours des gens qui sont proches, soit de l'opposition, soit du pouvoir. Mais par contre, dans le deux, parfois, il n'y a même pas la patrie elle-même. Et c'est pourquoi je vous dis que moi, je suis plus proche de la patrie, ce qui veut dire que je suis incolore. Incolore. Alors, parce que vous parlez des... Cela, j'aimerais que vous donniez votre point de vue. On va aborder rapidement le sujet de notre sujet du jour avec une année depuis que l'accord de Washington a été signé. Tout le monde a chanté la victoire. On espérait retrouver la paix dans la partie est du pays de façon automatique avec l'arrivée des États-Unis comme partenaire désormais. Quelle analyse faites-vous? J'aimerais que vous abordez la question un peu chaudement parce que le secrétaire général de la SENCO, vous l'avez suivi, l'abbé Dansé Cholet, au cours d'une interview ce matin sur RFI, a relevé le fait que on devrait, je dirais, étendre le champ des négociations et ne pas se limiter seulement aux rebelles. Aujourd'hui à Doha, et c'était hier à Washington. Je compte pour l'impression que M. l'abbé Cholet aborde le problème avec une vision partielle. Partielle pourquoi? Parce que les accords, c'est un accord de principe. Il relève beaucoup plus du bon sens, de l'idéal, et même de ce que dit le droit. Par conséquent, les hommes, ce sont des intérêts qui les animent, c'est parfois aussi le comportement brigand, bandit, qui se vit dans certaines autres personnes parce qu'on ne peut pas justifier la violence. Et la violence, quand elle arrive sur toutes ses formes, elle ne représente rien de civilisé. Alors, dans ce contexte, il faut reconnaître que c'est un accord de principe et cet accord, c'est une volonté exprimée auquel il faut ramener le parti. Non, là c'était plutôt un accord de paix avec le Rwanda. Je parle de l'accord Washington. Oui, d'accord, merci bien. C'est dans la même optique, dans le sens à dire que aujourd'hui, cette vision, il l'a définie par rapport à la réalité que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Donc, la vision elle est un peu partielle, mais je crois savoir que nous sommes dans une dynamique. Et cette dynamique aujourd'hui, elle a fait ses preuves. Ces preuves sont déjà assez perceptibles, mais encore, il faut les améliorer. Voilà encore ce que moi je peux dire, et c'est ce qui est important que nous pouvons recommander à notre population que de le perdre dans des visions ou des conceptions tout à fait partisanes. Vous espérez encore, en dépit du fait que beaucoup de chantent déjà, alors qu'on a chanté leur victoire aujourd'hui, avec le massacre de nos compatriotes à Ituri? Vous y croyez encore? Ça, c'est une bonne question. Mais j'ai comme pour l'impression que la question, tu la poses dans le passé. J'y crois fermement. J'y crois fermement. Le massacre, c'est justement le ras-le-bol d'une population
d'un groupe de bandits qui, pour des raisons de survie, ils se livrent justement à des actions de bestialité comme c'est le cas. Mais croire que c'est une histoire qui appartient au passé, moi je me dis quelque part que c'est vous qui êtes en train justement de le mettre au passé, parce que la réalité elle est là. Alors, pourquoi par exemple ils réagissent? C'est parce que tout simplement ils ne se retrouvent pas. Qu'est-ce que la population a à voir par rapport soit au succès qu'ils peuvent gagner dans les négociations, ou soit le chèque que eux peuvent se retrouver gagner dans les négociations. Alors, mais quand par exemple ils s'en prennent à la population, ça veut dire quoi? Allez-y. Donc, c'est-à-dire que c'est un comportement de désaveu, alors, merci. De déception, tout simplement. Je vais revenir. Merci à vous, David Kalonji. C'était donc votre toute première prise de parole pour le compte de ce deuxième numéro de votre magazine Dur Kiosque de ce matin. Alors, Propon Joly cherchera à l'Assemblée nationale communicateur de la République. Vous parlez bien de la République, là? Exactement, communicateur de la République. Ça veut dire que vous ne vous situez pas encore, vous êtes en quête de positionnement, j'aimerais dire, pour que celui qui soit l'opposition de la majorité, tous déclarent travailler pour le compte de la République. Je pense que le peuple constitue le fonds de commerce de chaque politique. Vous attendez à votre niveau à être intéressé, peut-être? C'est depuis presque 3 mois aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu les brandir parce que j'ai été reçu par la présidence. C'est le service de CNS qui m'a reçu plutôt pour me demander un service de travail pour la République. C'est-à-dire que c'était ça. Donc c'est certifié par le CNS. Ce n'est pas... ce que vous dites là. Vous avez une carte détenteur de cela? Tout ça, oui, il y a même un protocole d'accord. C'est intéressant ça. Alors, il y a un communicateur, au moins pour une première fois, sur ces plateaux de kiosque qui déclare intervenir pour le compte de la République. Nous prenons acte. Alors, j'aimerais vous aborder la question avant de prendre un autre intervenant qui nous a rejoint sur ces plateaux de kiosque ce matin, M. Ngandi Bokabo. Je vais le retrouver dans les minutes qui suivent. Je vais poser la question de savoir, la même question qui a été posée à David Kalonji tout à l'heure. Ça fait 1 mois déjà depuis que l'accord de Washington a été signé. Nous l'avons annoncé tout à l'heure au début de l'émission. 1 mois après, les week-ends derniers, on a connu ces massacres de l'Ituri avec nos compatriotes. Plus de 40 personnes qui ont été massacrées par les rebelles présumés des ADF Nalou. On peut encore chanter, on peut encore être fier, j'aimerais dire, des États-Unis d'Amérique, puisqu'on les a vantés hier. Tout le monde chantait États-Unis comme étant notre dernier espoir, j'aimerais dire. Merci pour la question. Vous savez, il faudrait d'abord comprendre qui est le facilitateur de cet accord, c'est les États-Unis, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une première en RDC. Les États-Unis interviennent toujours lorsqu'il y a une crise en RDC pour endiguer la crise. C'était d'abord vers 1865 que ce même pays a intervenu pour mettre fin au conflit entre les superpuissances ou les entreprises internationales en RDC. Et cette intervention a changé les paradigmes, mais c'est ça qui a poussé à la RDC aux puissances internationales d'organiser la conférence internationale de Berlin. Donc voilà. C'est-à-dire que le Congo, c'est un pays à part entière. C'est un pays qui a un statut particulier. Alors, c'est un pays qui se diffère avec plutôt Mali, Gabon, ainsi de suite. Donc, notre pays, c'est une volonté de superpuissance. Et alors, dans l'imaginaire collectif des Américains ou de la communauté internationale, pour eux, ils voient que non, nous sommes ici comme des locataires. Mais tout ce qui se trouve ici, ce sont des richesses partagées par eux. N'est-ce pas? Donc, le rôle que les États-Unis sont en train de jouer, moi je crois que c'est un rôle historique. Le mal avec les non-initiés qui ne comprennent pas, qu'on a bradé nos richesses, on a fait ceci, cela. Alors moi, la question que je me pose, si on brade les richesses, on a passé plus de 18 ans où nous avons une entreprise qui était caractérisée pour la gestion de nos minéraux dont vous le connaissez, Gécamine. Et Gécamine, à l'époque, produisait 40 millions de tonnes. Sa contribution dans les budgets nationaux était à 60%.
Aujourd'hui, la même entreprise, sa production est multipliée à plus d'1 million de tonnes. Sa contribution dans les budgets, c'est à 3%. Alors que vous le savez avec moi, que les pays, l'État, quand l'État a été créé, l'État a besoin des moyens pour répondre aux besoins spécifiques de sa population. Mais ces moyens passent par les entreprises publiques. Par l'entreprise publique a été créée par l'État pour renflouer la caisse. Si déjà vous avez une entreprise qui a été caractérisée de gérer vos minéraux, alors que votre pays a un caractère, un statut, donc vous le connaissez, minier plutôt, et l'entreprise censée de gérer ces minéraux pour renflouer la caisse de l'État. Ça avait été beaucoup plus philosophique. Non, non, c'est pas philosophique. Attendez, s'il vous plaît, Pompon Joly, j'aimerais que vous restiez dans le contexte des attentes, je dirais, de ce que la population attend des États-Unis d'Amérique. Okay. Parce que l'accord a été signé sous la médiation des États-Unis le 27 juin dernier. Okay. L'accord voulu de paix. Nous sommes le 29 aujourd'hui. Avant ça, avant même qu'il y ait, que nous puissions atteindre un mois, il y a eu ces massacres du Tourisme. Je ne dis pas que la zone d'opération... Votre question, j'ai compris la question. Alors, est-ce que nous pouvons encore respirer? Est-ce que nous pouvons donner raison à Betcholé qui est intervenu ce matin? Sa façon de réfléchir, David Kalonji disait qu'il est beaucoup plus superficiel. Est-ce qu'on peut réfléchir en disant qu'aujourd'hui, la Senko a raison, qu'on peut dire, on doit étendre le champ de dialogue, de discussion. On ne doit pas se limiter qu'aux États-Unis, on ne doit pas se limiter qu'à Doha, on doit également revenir discuter à l'interne. Ok, d'accord. Le Doha n'est qu'un bras séculier des États-Unis. Séculier des États-Unis, le Doha. C'est-à-dire que ce qui se trouve, l'accord des États-Unis, c'est un accord de paix échange entre le minerai face aux infrastructures, c'était ça. Et alors cet accord, c'est pour pacifier la partie est de la République. Mais après ça, il y a des tueries. Et après ça, il y a l'M23 qui lit toujours domicile chez nous. C'est ça la question. Alors, cette attitude-là, la réponse, elle est claire. Entre États, ce n'est pas une question de cœur. Entre États, c'est une question de cerveau, c'est une question d'intérêt. Alors, le comportement des États, ce n'est pas un comportement comme on voit avec l'Église. Donc, ça veut dire que la paix, c'est un processus. Il y a des signatures des accords. Laissez les temps au temps, vous allez comprendre que non, l'M23 prend un temps sans papier. Alors, ça fait longtemps que l'ADEF ne se fait pas entendre. Lorsque l'ADEF fait du bruit aujourd'hui, c'est un message qu'on lance pour dire que vous nous avez laissé aussi. Peut-être qu'à Kinshasa, Faïlou le dira aussi autant, que vous ne voulez pas parler avec nous. Ça sera le cas pour Sisanga et les autres. Peut-être ils en font sous une autre forme, à travers le bruit des bottes. Est-ce que c'est pour dire que l'abbé Chollet, en intervenant, a raison? C'est ma question. La politique, c'est un rapport de force. ADEF se sont organisés pour essayer un peu de mettre la pression au régime actuel pour que cette structure soit représentée aussi lorsqu'il y aura une rencontre pour parler entre Congolais. Je pense que c'est leur stratégie. Alors qu'ici, ADEF, la même question sera posée à Ngandi que je vais avoir tout à l'heure. Alors qu'ici, les rebelles ADEF ne sont pas Congolais, il faut le dire. Oui. Ils sont présumés être de rebelles ougandais. Bon, la question des Congolités doit être répondue lorsqu'il y aura un cadre de discussion. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, les RDC, nous sommes présumés Congolais. Parce que pour dire que je suis Congolais, on doit brandir une carte d'identité. On n'en a pas malheureusement. Ça passe par... on n'en a pas malheureusement. C'est ça, parce que vous êtes comme gâté la République, dites au président de la République que les Congolais attendent également cette carte, parce que lui, il en a déjà. Lui, il en a déjà. C'est-à-dire que l'ADEF, comme vous venez de le dire, c'est une pression douce au niveau du régime pour qu'il puisse participer aussi au prélude de cet accord, de cette rencontre-là. Parce qu'en politique, vous savez, il y a deux dynamiques. Il y a dynamique interne et externe. C'est-à-dire, si vous avez besoin de la paix, vous devez travailler la paix sur le plan interne. Alors, les dialogues, il est hyper important, mais la personne censée à décréter les dialogues, c'est le président de la République, parce que la Constitution le reconnaît. Ce n'est pas une autre structure, c'est lui qui initie, et puis il peut chercher maintenant un facilitateur. Alors, aujourd'hui, le seul cadre pour endiguer la crise, le cadre de discussion, c'est notre parrain qui est les États-Unis.
N'est-ce pas? Donc, moi, ça soit tous ces gens qui voudront discuter à l'interne. Hein. Non. Là, ça va venir après, en aval. C'est-à-dire, en amont, aujourd'hui, notre seule boussole sur les États-Unis. Et les États-Unis aillent des résolutions, aillent des racontes. C'est-à-dire que si vous avez des déshydratants, allez avec ça de l'autre côté. Du côté des États-Unis. Non, c'est ça. C'est notre papa actuellement. Actuellement, c'est celle. Allez, on va prendre Ngadi Bokabo. Ngadi Bokabo, il est politiste. Il préfère qu'on l'appelle comme ça, hein, politiste et analyste. On n'est pas toujours répété politologue. Ça veut dire la même chose. Mais désormais, vous savez qu'à votre gauche, vous avez un communicateur de la République. Oui. Vous l'avez appris aujourd'hui ou vous le connaissez déjà? Je l'ai appris aujourd'hui, en fait. Communicateur de la République, ça existe? Je ne sais pas si ça existe. Peut-être. S'il a dit, c'est qu'il a entendu ça. Non, il n'a pas entendu. On l'a chargé, il a déclaré ici. On l'a chargé pour faire l'affaire de la République, c'est-à-dire communiquer pour le compte de la République. Ah, peut-être que c'est un nouveau vocable ou concept. Et l'ancien, c'est quoi? L'ancien, c'est quoi? Le communicateur de la République. Allez, c'était une manière de rire. Simplement. Pardon? Républicain simplement. Non, je pense que. Non, il communique pour le compte de la République. Pensée. Ah, donc porte-parole de la présidence, du gouvernement, tout ça, c'est ça? Non, les intérêts de la République. Ah oui, d'accord. Ça passe par le gouvernement ou bien par la présidence. Disons, à mon attendant. On va le découvrir tout à l'heure. Alors, M. Bokabo. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Alors, la grande question ce matin, c'est de savoir, un mois après la signature de l'accord de paix sur la médiation des États-Unis, tout à l'heure, Pompon Joly disait que nous n'avons que les États-Unis aujourd'hui pour poser nos problèmes, en attendant que d'autres compatriotes soient intéressés. Nous devons d'abord faire foi à cette démarche des États-Unis, puisque les États-Unis a déjà fait preuve de ses réalisations, des solutions qu'il a trouvées au problème de Congo, au problème des Congolais. J'aimerais dire, un mois après la signature de cet accord de paix, quelle analyse faites-vous? D'accord. Avant, j'aimerais avoir deux petits biscuits. Allez-y. Le premier biscuit concerne notre administration. Si je devais parler de l'administration, je parlerai de plusieurs ministères. Mais là, je voudrais évoquer aujourd'hui qu'un seul cas, du ministère du genre et famille, qui aujourd'hui est dans la tourmente, dans le sens où ils vont perdre leur bâtiment au profit des Indiens qui ont racheté les lieux. Bon. Donc, je voulais signaler cela. L'ancien ministère, disons, c'est l'ancienne cité de la Voie du Zaïre. Qui est vendue aux Indiens. C'est à vérifier, mais c'est... Qui aurait vendu? Non, c'est vendu aux Indiens. Vous confirmez? Je confirme, puisqu'il leur propose un autre terrain avec un immeuble de 3 ou 4 étages. Vous avez assisté à la transaction? Non, il ne faut pas simplement assister, mais ce sont les faits avérés. Dans le même ordre d'idée, pour le même ministère, il y a des situations où des salariés, par exemple, un qui est chef de bureau, au lieu d'être payé chef de bureau, il est payé comme ATB1 dans le même ministère. Dans ce même ministère, un ATB2 a été propulsé comme directeur, directement. Vous parlez de favoritisme? Il parle d'un imbroglio. Organisé par qui selon vous? Ouais, comment? Vous accusez qui derrière ça? L'administration est gérée par quoi? Par qui? Heureusement que vous avez un communicateur de la République. Par le ministère. Heureusement que vous avez un communicateur de la République à votre gauche. Je pense qu'il va vous trouver une solution. Une solution, d'accord. Ok. Et puis les promotions. Les chefs de bureau, pour être confirmé chef de bureau, il était ATB. Pour être confirmé, il faut donner une enveloppe. Ça pose un problème. Ça vérifie au niveau de nos administrations. Pas seulement là-bas, mais un peu partout. Donc, deuxième point, je vais chuter là pour le biscuit, c'est, vous connaissez bien l'immeuble, après l'université canadienne, après le pont, première rue Liberté, les grands bâtiments bleus qui logent le service de tourisme et de l'environnement. Ils ne payent pas de loyer, ils sont à plus de 110 000 $ d'impayés de loyer. C'est un immeuble d'un particulier? D'un particulier. Ça pose un problème. La République ne peut pas être gérée comme ça, ils dépensent des sous. Et il y a des gens qui vivent grâce à cela. Quand vous restez 5 ans sans qu'on ait payé de loyer, quelle est la situation de la... 5 ans, vous parlez de 5 ans, c'est trop, mais pourquoi est-ce qu'on leur laisserait même si ça fera une année? Est-ce que c'est réel ce que vous dites? Vous avez vérifié? Je vérifie. Vous voulez que je vous donne des éléments? On en aura peut-être.
Ah, ben, je peux vous les apporter. Parce que vous parlez du ministère de l'Environnement. Ah, mais environnement et tourisme. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ce sont les deux ministères Qui sont là, environnement et ministère. Ils gagnent beaucoup d'argent. Si vous voyez, ne serait-ce que l'environnement, c'est que l'environnement... Je vais juste après ici appeler mon confrère Michel Koyakpa, avec qui était également, qui était l'un des présentateurs de ce magazine Kiosque aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il est appelé par la République. Ouais. On va les contacter pour en D'accord, savoir ok. plus. Ouais, c'est C'est véridique. Il est le chargé de communication. À ce sujet, on est en train de vendre même ce bâtiment. On en saura plus, hein, si c'est vrai ce que vous déclarez. Très Alors, vrai. j'aimerais que vous abordiez la question. Pour la question. Là, un mois après la signature de l'accord de paix par le deux partis, j'aimerais pas parler des rebelles, mais les Rwandais qui est les parrains de ces rebelles, à Doha on attend, parce que là c'est encore le processus, comme l'a déclaré Poponjoli. Ça fait un mois déjà, mais le Congolais continue à être tué. Il y a une population cessé les faits, mais là c'est à l'Ituri qu'on attaque. Plus de 42 personnes ont été, plus de 40 personnes ont été massacrées par les rebelles présumés d'Ardef Nalo. La question, pouvons-nous donner raison aujourd'hui à l'Église catholique qui pense qu'il faut étendre le champ du dialogue? Non, l'Église catholique est hors sujet. Ce travail qu'ils ont fait, il y a un organe de l'Église catholique qui le fait mieux, en sourdine. Ça s'appelle la communauté de Saint-Egidio. Il fallait que nos responsables de l'Église catholique aujourd'hui prennent langue avec la communauté Saint-Egidio. Ils auraient fait le travail à leur place et mieux. C'est une première pour moi d'entendre ces noms. Ouais, ben vérifiez aussi. C'est une communauté qui intervient souvent quand il y a des conflits. Mais je pense que c'est lui qui a... Est-ce qu'elle a déjà fait preuve de ces... Elle a déjà fait preuve, notamment dans les cas de conflits entre Cuba et les États-Unis et d'autres conflits, je ne peux pas... Je parle du Congo, notre pays, parce que nous parlons de... Notre pays, ils ne sont jamais intervenus. Ils pouvaient intervenir puisque c'est un cas important. Ils pouvaient intervenir à la place de nos abbés et de nos... Est-ce qu'ils ont déjà fait... Bon, ils ont exprimé leur volonté de le faire? Non, mais ils peuvent prendre l'initiative, mais l'initiative peut provenir aussi de la société civile, notamment de l'Église catholique ici. Ça pouvait se faire. Vérifiez, vous allez voir Saint-Egidio. Mais vous pensez que Saint-Egidio, vous parlez de la communauté, elle est beaucoup plus crédible que la Senko, qui a déjà réussi pourtant à surmonter l'escalade que nous avons frôlé en 2016. Non, justement à la fin du mandat de Joseph Kabila. Non, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas opposer la démarche qui était la démarche des chrétiens catholiques à l'époque. Il faut bien préciser les choses. La démarche des chrétiens catholiques. Et c'est non, des chrétiens catholiques. Non, je parle de 2016. Oui, c'est ça. Ben, il ne faut pas confondre la démarche. Avec la Senko. C'était la démarche, entre autres, des chrétiens catholiques. Au niveau des marches... La démarche qui a été portée par les évêques. Oui, les évêques, on dit un mot... Au fini, c'est sur les évêques qui ont organisé les choses. Il faut mettre en avant la structure qu'on a sortie officiellement, que c'était des chrétiens catholiques qui ont entrepris une démarche pour revendiquer... Qu'on a appelé accord de la Saint-Sylvestre, selon vous, quel était l'initiateur? Non, s'il y a eu le soutien de l'Église catholique, pourquoi pas? On l'applaudit. C'est pas parce qu'ils ont fait de bonnes choses dans le passé qu'on va les applaudir pour tout. À la différence, Saint-Egidio a plus de moyens, aurait pu aller partout, essayer de rapprocher des vues, sans pour autant être soudoyé. Tandis que l'Église catholique, cette fois-ci la Senko et les CC, ils ont été soutenus financièrement par tous ces États comme le Rwanda, etc. Partout ils sont passés, ils ont été soutenus financièrement. Eux-mêmes l'ont dit. Je ne veux pas, moi, qu'on puisse, disons, rester sur ce point, sur l'Église catholique, ça fait partie... Non, ça fait partie, bien entendu, de l'actualité, parce que vous ne l'avez peut-être pas suivi ce matin, c'est RFI, l'abbé Chollet, qui intervenait, parce que ce sont les évêques. Le chrétien catholique ont été massacrés à Ituri. Vous avez suivi. Mais ce n'est pas une première fois. Oui, mais j'ai entendu, mais dans ces cas ici où on attendait tous la solution venant des États-Unis, un mois après la signature de l'accord de paix, ça n'arrive pas. L'Église s'interroge en disant que vous n'avez pas voulu m'entendre. Voilà que non, il ne faut pas enfoncer le couteau dans la plaie. Il déclare ça. Il ne faut pas qu'ils enfoncent le clou dans le sens où il y a eu des tueries avant. Ils sont partis au Rwanda. Est-ce qu'ils ont, au Rwanda,
exprimer leur mécontentement du comportement du Rwanda par rapport aux nationaux congolais qu'on tue au quotidien. Donc c'est un problème difficile que le prêtre s'apaise. Nous devons attendre et faire confiance, continuer à attendre au-delà de la communauté que vous avez évoquée ici, cet studio. Le problème, est-ce que nous devons continuer à croire à cet accord de Washington, dès lors qu'un mois après, nous avons connu des violations de cessez-le-feu de la partie AFCM 23, bien que parrainé par le Rwanda qui a signé cet accord de paix avec nous sous la médiation des États-Unis. Apparemment, on ne craint pas les États-Unis qu'on croyait être au four et au moulin. Apparemment, ils semblent nous endormir. Hein. Non, les Congolais sont, et c'est leur caractéristique, hein, les critiques. Ils sont chauds. Ils sont trop chauds, là, il ne faut pas être chaud. Là où il faut être chaud, ils ne sont pas chauds, ils ne le sont pas. Il y a un processus, mon collègue Pompon l'a dit, c'est un processus, ne serait-ce que pour le cessez-le-feu. On a dit cessez-le-feu avant le 29. Mais toutefois, même si ce n'est pas fait, il y a encore des négociations à venir le 8 août et le 18 août. Moi, je pense que... Là, vous évoquez l'accord de Doha ou l'accord de Washington? L'accord de Doha. Oui, Doha. On a de commémorer, je dirais, un mois de l'accord de Washington. C'est de cela qu'il s'agit. Non, l'accord de Washington, c'est avec, le Rwanda. Bien entendu, nous nous interrogeons si c'est la bonne foi du Rwanda. Que ce soit pour le Rwanda, que ce soit pour les gens de M23 AFC, mais il y a un délai. Au bout de ce délai-là, il y a un mécanisme de supervision qui est déjà plus ou moins mis en place, où il y aura la MONUSCO, où il y aura la représentation de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Union africaine, où il y aura la présence des États-Unis. D'une manière ou d'une autre, ces organes-là vont vérifier réellement si le Rwanda, d'un côté et de l'autre côté de le M23, quitte le territoire pour préserver l'intégrité. Je vais vous revenir, mais bien avant d'accorder la parole à David Kalonji, j'aimerais poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Pompon Joli, notre communicateur, parce qu'il est le communicateur de la République. Il dit, est-ce qu'il faut croire encore à cet accord au regard du fait qu'on n'a pas pris en compte certaines revendications, que ce soit si le plan interne bon, je dirais à l'Est avec les rebelles, notamment Adef Nalou, encore car qu'il a les problèmes, est-ce qu'ils sont congolais ou pas? On ne sait pas. Il déclare ici on devra identifier chacun ce qui le concerne pour voir si on peut les intégrer dans ce processus de Kinshasa. S'il n'y aura jamais un processus comme ça. Non, il n'y a pas un processus comme ça qui est prévu. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là, dès lors que ça continue à chauffer de l'autre côté? Non, mais ça prendra fin. On est face à un problème d'enjeu, surtout d'enjeu pour nous, de paix. Pour nous, des enjeux économiques, mais pour les Américains, c'est économique exclusivement. On va vers des enjeux terribles devant nous dans les 5-10 ans à venir sur l'hégémonisme américain. Les Américains veulent s'imposer, reprendre totalement leur place en tant que première puissance économique, militaire et autres. Il y a des enjeux par rapport aux minéraux. Ça nous profite quelque part aussi, oui. Ça nous profite quelque part dans le sens où, quand ils vont sécuriser nos minéraux, quand ils vont sécuriser notre pays, puisqu'ils ne peuvent pas exploiter les minéraux ou développer l'agro-industrie dans ce pays, faire en sorte qu'on ait des infrastructures un peu partout, ils ne peuvent pas le faire sans être sécurisés. On sera sécurisé, on gagnera par la paix, on gagnera sur le plan économique. Regardez les pays comme la Corée du Sud, regardez les pays comme le Singapour qui n'ont pas de richesses. Regardez même le Japon, même l'Allemagne là que vous voyez. Il a fallu encore que nous rêvions. On continue toujours à rêver d'être allemand d'Afrique. C'est pas un rêve, pourquoi pas. Mais c'est un rêve qui peut devenir réalité. C'est un rêve qui va devenir réalité. L'Allemagne ne sait pas construire en 2 ans ou en 5 ans. Le président nous avait promis avant. Vous verrez d'ici dans les 5 ans, si cet accord-là des États-Unis avec les Américains tient à la fin, vous verrez l'expansion de ce pays. Il ne faut pas douter, puisque en fait, les Américains n'ont pas de choix. Ou alors, on travaille ensemble
Ils gagnent. Eux, ils gagnent, nous gagnons aussi. S'ils ne veulent plus ou ne veulent pas, sachez qu'à nos Si le Rwanda leur propose le Rwanda n'a pas de matières premières. Alors, à nos on va portes, prendre j'ai David fini Kalonji. là, à nos portes, il y a la Chine, à nos portes, il y a l'Union soviétique. On va toujours Les parler. Américains, d'une manière ou d'une autre, moi je suis prêt à parier, ne lâcheront pas ce pays. Je ne veux pas, faute de temps, remonter dans l'histoire pour voir les liens ou les relations qu'on a eues par le passé. Alors, Ngadi Bokabo Kassende, je rappelle qu'il est politiste et analyste socio-économique et politique. Face à lui se trouve David Kalonji, également analyste politique, lui indépendant, mais proche de la patrie. De l'autre côté, derrière moi, se trouve Popon Djoli, il est communicateur de la République. On n'a que des indépendants aujourd'hui, mais chacun à ce qui les concerne se situe d'une manière ou d'une autre. Alors, on va poser la question à vous, David Kalonji. Un mois après l'accord, vous l'avez tout à l'heure dit, on peut continuer à croire à la bonne foi du Rwanda. Dès lors qu'à l'interne, nous restons divisés, il y a des voix qui s'élèvent, qui continuent à réclamer la tenue des dialogues. N'est-ce pas une nécessité aujourd'hui à entendre Abbé Donatien Chollet au regard de la situation que nous avons connue à l'est du Congo? J'aimerais parler des massacres de l'Ituri. Croire à la bonne foi du Rwanda, moi je me dis, je ne m'inscris pas dans cette logique. J'ai entendu parler sur ce plateau quelque chose comme le rapport des forces, quelque chose comme les intérêts. Je reviens comme pour dire non. À un certain moment donné, il faut qu'on se représente, savoir dire les choses. Les rapports des forces dans un contexte raisonnable. Leurs intérêts, mais les intérêts d'une façon raisonnable, acceptable. Et c'est ici où je ne suis... Vous faites allusion à quoi? Vous pensez qu'il y a une forme de, je vais dire, disproportionnalité entre l'accord, entre les intérêts des États-Unis d'Amérique, des États-Unis et de l'RDC. Regardez ce qu'a dit Ngandi tout à l'heure. Nous sommes à l'heure d'une refondation. Et la refondation repose sur... On a vu ce qu'on a fait. C'est le monde entier. Les politiques internationales aujourd'hui, il y a quelque chose comme un nouvel ordre qui est en train de s'annoncer. Et ce nouvel ordre repose sur une gâchis. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on a donné, il y a des États à qui on a donné des responsabilités dans l'Organisation des Nations Unies. Et à un certain moment donné, on a senti qu'ils ont abandonné leur combat et ils avaient commencé à souffler sur le chaud et sur le froid. Et c'est ici où moi, j'apprécie beaucoup plus. C'est le jeu que joueraient les États-Unis, selon vous? Pardon? Je pourrais dire c'est le jeu que joueraient les États-Unis. Vous voulez dire que les États-Unis sont en train de couper la poire en deux? Justement, laisse-moi terminer. Allez-y, un peu beaucoup plus explicite. Hein? Oui. Je cherche à sortir en vous cette vérité que vous voulez cacher. En étant, je vais plutôt dire ceci, que l'Amérique se remise en cause. Parce que il y a eu par le passé une montée en puissance d'un sentiment anti-américain. Parce que les politiques internationales des États-Unis n'étaient plus des politiques qui étaient de nature à asseoir et promouvoir la paix. Et je ne sais pas si c'est le bon Dieu, je ne sais pas si c'est le diable, mais quelque part, il a surgi à l'interne des États-Unis quelqu'un qui se dit on ne peut plus évoluer de cette manière. Et c'est Trump. D'autant plus qu'aujourd'hui, regardez, il est sorti de l'Amérique et il n'a pas respecté la ligne de politique extérieure des États-Unis. Par contre, il a prêché l'égalité. À chaque pays, son pays. C'est-à-dire, vous avez vos matières, vous venez, on en discute et on met sur pied un marché. C'est histoire de dire on aide, et il se fait passer pour un artisan de la paix. Ce qui veut dire que c'est une remise en cause. Et cette remise en cause est plus explicite au niveau de la politique interne des États-Unis. Qu'est-ce que vous appelez souffler le chaud et le froid? Le chaud et le froid, c'est-à-dire que depuis 1945, on a vu que les États-Unis
à qui on a donné le droit de veto, la direction de ce monde au travers l'ONU, à un certain moment donné, on a senti qu'ils commençaient à fabriquer eux-mêmes des crises au travers le monde pour venir en sapeur-pompier. Et Trump, à l'interne, n'est plus d'accord avec ça. Il a brisé les alliances qui sont contre nature, qui sont des natures à ne produire que la violence et même d'ailleurs tuer la promotion de la vie humaine au travers le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans les accords que le président a initiés en allant chercher à les réussir aux États-Unis. Donc il ne faut pas prendre ça comme étant bon, de tous les temps ça se passe comme ça, ou bien il y a un problème de rapport de force et des intérêts. Non. Même s'il y a un problème des intérêts, mais pas des intérêts sauvages. C'est-à-dire que, bon, on s'en fout de la nature humaine, et quand on va vers l'autre, on y va avec sa force pour écraser. Et il faut bannir aussi le comportement voyou de pays, par exemple, parce que c'est eux-mêmes les Américains qui avaient fabriqué le Rwanda, qui était en train de voler le minerai au Congo. Mais aujourd'hui, c'est encore les États-Unis qui revient au bon sens. Vous ne croyez pas à la sincérité des États-Unis, mais au même moment, vous parlez... C'est une contrainte, c'est pas une sincérité, mais c'est une contrainte, nous les contraignons. Non, attendez. Vous avez loué je dirais, les avancées qu'a amené Donald Trump. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Oui. Le problème, est-ce que les États-Unis jouera franc jeu? Mais il est obligé de jouer ce franc jeu. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Parce par rapport à ses intérêts aujourd'hui, parce qu'on a ouvert le G, parce qu'on veut que tout le monde trouve son compte, le Congo trouve son compte. Il faut avoir la bonne lecture de l'histoire. L'Amérique, vers les années 1940, 1930, l'Amérique avait la primeur d'être un grand frère défenseur des intérêts, défenseur de liberté, défenseur de tout ce que vous voulez. Mais, depuis un bon bout de temps, il est monté en puissance un sentiment anti-américain. Et l'Amérique a compris, parce que sinon on comprendrait mal l'action de quelqu'un comme Kadhafi, de quelqu'un comme par exemple Saddam Hussein. C'était des revendications à la fois nobles, parce que justement il y avait un comportement écrasant de grandes puissances. Mais malheureusement, les Américains se sont rendus compte que sans doute qu'ils étaient menacés. La menace était que, ou soit qu'ils cessent de faire un tout petit peu une puissance qui écrase les autres et qui ne respecte plus les valeurs, ou alors qu'ils rectifient à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est ça, c'est que Trump est venu et il a commencé à faire tout en reprochant d'abord aux États-Unis à sa politique interne. Je vais vous surprendre dans quelque chose. De tout le temps, l'IDPS, quand il est né, il était beaucoup plus proche des démocrates aux États-Unis. Yeah. Et il a toujours collaboré avec les démocrates. Mais l'avènement de Félix avec Trump, c'est le contraire. Parce que justement, souvenez-vous des promesses que Tshisekedi avait fait à la face du monde, dans le ras-le-bol. À force de continuer de cette manière, vous finirez par perdre le contrôle de ce pays. Vous aimez plus le minerai et non pas le peuple congolais. C'est une revendication du peuple congolais qui n'est pas prise en compte. Et d'ailleurs, quand vous venez avec, par exemple, tout ce qu'il y a comme des choses bien définies, comme le droit international, comme les relations internationales, et malheureusement, nous avons des avocats ici, et ceux qui ont fait les relations internationales, qui n'arrivent toujours pas à dénoncer ces comportements. Il aurait fallu que Kaikwamba arrive pour qu'elle explose, pour que le chef de l'État, bon, qui fasse le tour du monde, afin que la communauté internationale arrive à condamner le Rwanda. C'est-à-dire que le droit... Attendez, laisse-moi, je chute. Rapidement alors, parce en disant ceci. On doit aborder d'autres aspects des choses et puis avancer. Oui. Hein. Alors c'est vous dire que tout simplement qu'aujourd'hui, en Sciences Po, il y a un principe. Quand il y a un désordre, si vous voulez la paix ou la raison, quand il y a un désordre, il faut créer un autre désordre pour ramener les gens à l'ordre. Aujourd'hui, c'est un électrochoc.
Parce que ils ont créé, ils ont fabriqué le prétendu, bon, receleur. Et puis en plus, pilleur, qui est Kagame avec toute sa bande. Mais aujourd'hui, ils ont passé des accords. Nous avons ramené là d'où est parti cette crise. Vous évoquez tout à l'heure l'injustice. J'aimerais parler de la disproportionnalité des intérêts, une forme de déséquilibre dans cet accord. On parlerait... Ce sont des accords politiques, mon ami, il faut faire attention. Ces accords-là n'ont presque rien dit, mais ils sont politiques. C'est avec le temps... Alors là, vous donnez raison en disant ça, les accords politiques qui n'ont presque rien dit, à ce que pensent les juristes qui ont toujours déploré les juristes d'opposition, j'aimerais dire, qui, de leur façon de voir les choses, estiment que les richesses du Congo sont bradées, sont cédées aux États-Unis par Félix Tshisekedi, selon et à tout prix pour rester au pouvoir. Mais parce que vous le dites, je prends un fait simple. C'est vous qui avez dit, hein? Non, non, attendez. Vous avez dit que ces accords n'ont presque rien dit. Non, presque rien dit, dans le sens à dire que on est en train de partager. Ce que nous voyons, c'est l'accord apparent. Sauf que je termine. Allez-y. Dans le sens que on n'a pas encore reparti comment nous allons signer les accords sur l'exploitation des minerais. Et on est en train peut-être de s'atteler. Mais les gens courent dans la rue et disent qu'on a vendu le pays. On l'a vendu où? Mais l'accord de principe de dire qu'il faut respecter la souveraineté, par exemple, des États. Donc, quelque part, ça, c'est déjà quelque chose de ficelé et qui doit être respecté. Donc, ça, c'est au moins un acquis. Et en ce sens qu'on dit que c'est un accord. Mais l'accord, parce que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan, on est encore en train de négocier. Pourquoi vous courez avant les événements? Papanjoli? Exact. Moi, je pense que... Les États-Unis, bon, joue-t-il franc jeu aujourd'hui? Est-ce qu'il faut compter sur les États-Unis? Est-ce que les États-Unis ne voient pas que ses intérêts? Il a évoqué cela tout à l'heure en parlant d'une contrainte dont fait face les États-Unis aujourd'hui pour résoudre les problèmes du Congo. Parce qu'attention, on est une très belle femme qui est apparemment appréciée par n'importe quel homme. J'ai aimé ses analyses, de bout en bout, il a raison. C'est-à-dire, entre États, il n'y a qu'une seule question, les seuls verbes sur les intérêts. C'est pas une question, non, la RDC a pris beaucoup. Non. C'est pas une question. Mais les intérêts ici, c'est que il faut voir qui gagne, qui perd. Non, je ne sais pas si vous avez suivi religieusement sa pensée. Des intérêts raisonnables. C'est-à-dire, aujourd'hui, au-delà de la paix en RDC, il y a une question de positionnement entre les puissances. Parce que pendant une délirette, la Chine a chippé l'hégémonie qu'avaient les États-Unis au niveau de la RDC. Je parlais de la GECAMINE. Si aujourd'hui la GECAMINE est éclatée, c'est parce que la Chine est là, n'est-ce pas? La Chine, il y a partout dans des carrés miniers, vous trouverez des Chinois. Si vous remarquez, il y a 10 ans passés, la Chine n'avait pas... La deuxième puissance économique, c'était le Japon. Et la Chine aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique parce que la Chine a tenté de titiller moins les États-Unis. Alors, la question intelligence maintenant des gouvernements américains, c'est quoi entre les républicains et les démocrates? Ça, c'est juste une fiction juridique entre les termes. Mais dans les fonds, c'est la politique américaine, point barre. Avant le World Trade Center, les États-Unis avaient une guerre, c'est combattre le terrorisme. Et la charge a été détenue par Obama. Il a réussi, il a relancé l'économie américaine. Après Obama, il fallait maintenant voir comment nous allons récupérer notre hégémonie là où nous avions perdu. Parce qu'il faut comprendre que les États-Unis ont un droit d'impréhension sur les RDC. D'abord, il y a les États-Unis, la France, il y a plusieurs pays. Attendez, vous aurez la parole. Il y a plusieurs pays. Le premier pays à avoir accepté la RDC, l'Association internationale du Congo, comme un État souverain, une association souveraine, c'était les États-Unis. Un mois après, la France emboîte les pas. Alors ces pays-là, et puis suivi des 32 pays, je crois, ces pays-là ont un droit d'impréhension sur les Congo. Mais, d'emblée, vous voyez la Chine, attention, vous parlez d'un État indépendant. Non, il est dans les contextes. Justement, je comprends. Laissez-moi, j'aborde mon analyse. C'est ça, j'aborde mon analyse. Quand vous parlez d'un droit de préemption, ça veut dire que nous sommes encore sous le joug de ces États. Vous savez, pour être un État, il faut une reconnaissance internationale. Bien entendu. Si on vous dédouane de cette reconnaissance-là, vous êtes un espace. Comme il y a un exemple, vous savez, en Asie, au Moyen-Orient, il y a un pays entre Israël et l'autre pays là. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai aimé ce qu'il vient de le dire.
en analyse. Le mal avec nous, les Congolais, ne poussons pas notre réflexion plus loin. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis est obligé de nous sécuriser parce que sinon, nous tournerons le dos pour chercher un autre homme le plus fort. Vous savez, à un moment donné, avant... Nous, comme République, nous, comme une bonne femme, on est une femme à dealer partout. Attendez, vous allez me perdre le fil d'idée. Vous savez, avant la chute de Berlin, les paradigmes n'étaient pas comme celui d'aujourd'hui. Après la chute de Berlin, il y a eu un troisième acteur qui entre en jeu. C'est-à-dire, le monde a changé des paradigmes pour... Nous appelons ça les compénétrations, c'est-à-dire la présence des multinationales, des holdings, des conglomérats. Ces entreprises doivent vivre de minéraux. Où trouver ces minéraux? En Afrique. Qui peut nous aider à trouver ces minéraux sans tuer un sujet américain? Les Africains entre eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous allons créer? Des relais métropoles, comme on dit en relations internationales, c'est-à-dire les sous-traitants. Et on crée maintenant des M23, tous ces mouvements-là que vous connaissez. Et nous venons de signer maintenant, lui-même les bureaux... Je ne vais pas citer les ADF. Je dis tous ces mouvements-là, vous-même les bourreaux, n'est-ce pas? Et lui-même le bourreau qui conçoit une politique pour exploiter le minerai. Il se rend compte que la politique que nous concevons, que nous avons conçue, elle est bonne par rapport aux survies de nos entreprises, mais regardez l'intelligence chinoise. L'intelligence chinoise commence à nous dépasser. Comment changer maintenant l'intelligence sur les paradigmes pour exploiter sans pour autant créer la crise? Et voilà maintenant ces paradigmes qui maintenant le nouveau président a compris. Parce qu'en réalité, en politique, la politique se passe au niveau des partis politiques. Les partis politiques ont une mission de former, informer. La dernière mission, c'est avoir les pouvoirs, les garder le plus longtemps possible. Et je pense que l'actuel président a été formé sur les enjeux de l'ère. Voilà dans 10 ans comment le monde doit basculer. Alors, lorsque vous arrivez au pouvoir, voilà comment vous allez orienter votre politique. Il a été formé. Bien sûr que oui, parce que ce qu'il est en train de faire, ça corrobore avec la politique américaine. C'est-à-dire, ce n'est pas un fait anodin. C'est pas plutôt un fait anodin. J'ai dit, il a été formé, vous le savez, depuis les années. Il a été préparé ou... J'ai dit, il vient d'un parti politique. Les partis forment. D'accord. C'est-à-dire que vous savez qu'IDPS c'était une grande école, c'était IDPS et... Alors, on va... Je dis un élément important. Allez-y rapidement parce que vous allez aborder la question relative aux ADF, au président ADF, et savoir pourquoi est-ce que l'Ouganda n'est pas dénoncé par la RDC. Parce qu'on est victime des agressions autrement ougandaises par la voix de l'ADF. Oui, j'en arrive. Dans ma prise de parole, vous avez posé la question sur le comportement des... Il y a toujours des tueries malgré la signature de paix. Oui, ça c'est au début. Voilà. Vous savez, les accords. La personne qui respecte un accord, c'est la partie qui respecte un accord, c'est la partie qui se retrouve dans l'accord. Si on ne se retrouve pas, c'est difficile de le respecter. Je vous donne un exemple. Il y avait un traité de Versailles avec l'Allemagne. L'Allemagne lit l'accord. Elle se rend compte que non, cet accord a un fait coercitif sur moi, je ne peux jamais fonctionner comme avant. Donc, dans un avantage dans l'accord, il faudra piétiner en haut. Et l'Allemagne a attaqué. L'Allemagne s'est comporté comme le Rwanda se comporte aujourd'hui. Donc, quand on vous dit que les Congos a bradé, regardez les comportements entre les deux parties. Qui est cette partie qui respecte l'accord? Qui est agitée? Qui est cette partie qui ne respecte pas l'accord? C'est clair et net. Même Jésus a dit, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Si les Congos avaient bradé, moi je pense que Kinshasa aujourd'hui allait se comporter comme font ces mouvements. Alors, aborde ma question rapidement. Et la deuxième question, c'est relative à la situation que nous connaissons. L'Ouganda, qui au départ, on a parlé de Bunagana, qui avait été facilité par l'Ouganda selon les analyses, pour que les rebelles puissent accéder. Aujourd'hui, c'est en Ituri où on évoque les massacres des compatriotes congolais fidèles de l'église catholique, où on accuse encore les présumés ADF Nalu. Problème, pourquoi est-ce que la RDC continue à faire confiance à l'Ouganda, je vais dire? Bon, moi je crois que c'est... Selon vous, hein? Moi je crois que c'est une stratégie de la politique congolaise. Parce que lorsque le président a commencé à intimer Kagame comme un bourreau. Parce que vous savez, en politique, en diplomatie, plutôt en la vie internationale, il y a ce que nous appelons l'ambivalence. Les Congos ont sa pensée politique sur le plan international, c'est la pensée politique sur le plan international, sa pensée diplomatique plutôt, politique diplomatique.
Kabila faisait partie de ces corps-là. Donc c'est un Il est désormais congolais. Non, non, moi je ne parle pas de la nationalité, je parle du président. Non, je rappelle. S'il vous plaît, je parle du président congolais. Il a été reconduit. Mais lorsque vous regardez son il a été reconduit par la haute cour qui l'a cité. Je ne suis pas un juriste. On dit donnez-moi les faits. Je te donne les droits. Non, je rappelais que la haute cour a dit qu'il est né au Congo. Non, il faut comprendre la notion. Il habiterait Gelem. Il faut comprendre la notion. Maman Stifa et M. Laurent Désiré Kabila. Il poursuit son doctorat. Il faut. Et puis voilà. S'il vous plaît. Il faut comprendre la notion. Qu'est-ce que j'en ai dit? Vous voyez, vous parlez beaucoup. Non, je ne parle pas beaucoup. Je rappelle les faits. Non, je voulais dire ceci. Vous savez qu'en France, il y a un président né en Hongrie, d'origine hongroise pendant 5 ans. Il vient en France à 5 ans. Il change dans des nationalités. Il devient français. Alors, lorsqu'on lui présente, on va lui présenter en étant un Hongrois ou un Français. C'est-à-dire le droit, c'est le fait. Mais non, ici, il ne faut pas comparer les comparables, cher. Non, mais vous parlez de la... Parce que Joseph Kabila n'a pas acquis officiellement la nationalité congolaise. Lui, il est déclaré né congolais d'origine. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Est-ce que la notion de la nationalité chez nous... Non, c'était une parenthèse que j'ai ouverte quand vous l'avez cité. Ça m'est venu en tête en disant... Parce que vous avez posé une question, je ne sais pas répondre à la question. Non, c'est pas une question, c'est une parenthèse. Non, la question des ADF Nano. Les ADF Nano, pourquoi est-ce que l'Ouganda n'est pas cité par les RDC? C'est ce que je vous répondais. J'ai dit ceci. La politique est caractérisée par son ambivalence. On a 2 présidents. Parce que le Congo, c'est pour la première expérience au Congo d'avoir un ex-président. Parce que le Congo a toujours des faits présidents. Malheureusement, je regrette. Il fallait qu'on ait un fait, toujours continuer avec cette allure-là des faits présidents. Parce qu'un ex-président s'est mal comporté. Je comprends que parce que la science politique, lorsqu'on parle d'une nation, il y a 3 éléments constitutifs désignés par excellence. Il y a les morts, les autochtones, eux, les étrangers. C'est 3 composantes qui forment la nation. Alors, lorsqu'on parle des morts, les morts sont plus nombreux que nous. Alors, le mort congolais nous disait systématiquement que vous n'êtes pas encore prêts à avoir des ex-présidents. Voilà la première expérience qui est amère. Un ancien président qui se ligue avec des agresseurs. Moi, je considère l'M23 comme agresseur, un mouvement. Ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Alors, les ADF Nano de l'Ouganda. Attention, là-bas, ils sont partenaires des paix, à Doha. J'en arrive. Non, partenaires des paix. La paix, c'est aussi la justice. La paix, c'est aussi la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. La paix sans vérité n'existe pas. La paix sans vérité. Il faut le considérer comme tel aussi. Aujourd'hui, on nous interdit d'utiliser des écarts de langage. Que j'ai utilisé quel écart de langage? Non, contre vous les appelez agressés alors qu'ils sont partis. Ils sont en train de négocier avec nous pour que nous trouvions la paix ensemble. Mais ils négocient. Quand nous étions à Doha, la présence des ministres rwandais était... C'est quoi le mobile de la présence? Pourquoi le Congo n'a pas posé cette question? Mais le Congo s'est posé des questions. Oui, allez-y rapidement, l'Ouganda. Mais parce que vous me posez des questions, vous ne voulez pas que je vous réponde. Vous abordez l'aspect Kabila et tous ces histoires. Non, c'est vous qui me mettez ça dans la bouche. Parce que moi, je répondais, j'ai fait les similitudes entre les deux présidents. Alors, pourquoi est-ce que l'Ouganda n'est pas cité? Vous parlez de l'ambivalence. C'est ce que j'ai dit. Nous avons 2 présidents, l'ancien et le présent. L'ancien, lorsque vous attaquez un Rwandais, on vous tue. Vous avez vu vous-même avec les pasteurs Ekofo. Si vous regardez le Méli, la prédication du pasteur Ekofo, de bout en bout, le pasteur Ekofo n'a même pas cité un nom des ministres congolais. Mais son sort, c'était quoi? L'exil. Parce qu'il a attaqué le Rwanda. Alors aujourd'hui, l'actuel président arrive. Il a estampillé les problèmes. Le problème dans la partie, les problèmes sécuritaires de notre pays s'appelle Kagame. Et il nous a aidé aujourd'hui. Lorsqu'on parle du Rwanda, on peut prendre votre taxi, votre véhicule, vous sortez dans la quiétude. Ça, c'est déjà un point positif. Deuxième élément, l'Ouganda n'a pas un mouvement pour réclamer le nord ou le sud Kivu. L'Ouganda, son mouvement, c'est pour sa survie sécuritaire, politique et puis l'exploitation économique. Mais tandis que le Rwanda, au-delà de leurs réclamations... On ne peut pas les citer. Ouganda, j'en arrive, pardon, s'il vous plaît. Allez-y rapidement parce que le Rwanda, leur velléité, c'est expansionniste. C'est-à-dire, la députée rwandaise a dit lors de l'ouverture de la session parlementaire au Rwanda, qu'est-ce qu'elle a dit? Si le Congo ne veut pas de Nyamulenge et de Nyarwanda, qu'ils nous laissent retourner chez nous avec les Nord et les Sud Kivu. Vous voyez? Donc, au-delà des réclamations, non, comment dirais-je, la notion de minorité, la vraie question, c'est la terre congolaise, les Nord et les Sud Kivu. Ngandi Bokabo, l'Ouganda,
l'Ouganda, pourquoi est-ce que l'Ouganda n'est pas cité? J'aimerais que vous répondiez assez clairement à cette question. Bon, l'analyste, le défenseur des communicateurs de la République, Assemblée défend le compte de la République, bien entendu, dans ses propos. J'aimerais que vous parliez clairement pourquoi est-ce que nous ne citons pas l'Ouganda, alors que l'Ouganda a été cité comme ayant facilité la prise de Bunagana. Aujourd'hui, l'Ouganda, à travers ses rebelles, nous agresse. On n'en parle presque pas. Pourquoi, selon vous? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même donner quelques précisions. Allez-y. Corriger ce que mon collègue Pompon a dit sur le droit des préemptions. Le droit des préemptions, cette expression est exprimée pour la première fois au niveau de la conférence de Berlin. Vu qu'il y avait difficulté entre Stanley et Savonia de Brazza, c'est-à-dire la France et le roi des Belges, cette affaire était traitée au niveau de la conférence de Berlin pour savoir qui est l'autorité des deux rives, puisque le roi Makoko était le patron de deux rives. Son sujet, c'était Ngaliema, ici, qui habitait au niveau de Mont Ngaliema. La communauté internationale s'est dit non, on laisse quand même le Congo, Kinshasa actuel, au roi des Belges, roi Léopold II, mais en lui enjoignant ce droit-là de préemption, cette disposition qui veut dire ceci, que s'il y a défaillance au niveau de la gestion de l'État indépendant du Congo, c'est la France qui aurait la primauté pour pouvoir racheter ou récupérer ce territoire. C'est là qu'intervient le droit de préemption. Les Américains ne sont pas signataires là-dessus, sur le droit de préemption, non pas des droits là-dessus. Le droit de préemption, ça, autrement, c'était une manière de parler, peut-être qu'on peut dire, ils ont le privilège sur le Congo. Oui. C'était la France, c'était pas les États-Unis. Donc on ne peut pas parler de privilège en parlant de droit de préemption. D'accord. Là, c'est autre chose. Sécurisation de l'État congolais. Il ne faut pas que nos téléspectateurs pensent que nous serons le premier pays à demander à être sécurisé. Par les États-Unis. L'Europe, jusqu'à présent, plus ou moins, a été sécurisée et sécurisée par les États-Unis au travers de l'OTAN, de l'Organisation Traité Atlantique Nord. L'Europe est encore sécurisée par les Américains. Vous verrez s'il y a des bousculades, ces États européens... Ça ne traduit pas la faiblesse, non? Non, mais quand on est faible, c'est ça. C'est une faiblesse. Les Européens, pour nous, c'est une puissance. Ce sont des puissances. Mais ils ont aussi leur faiblesse. Ils ont aussi leur faiblesse. Pour un troisième point qu'il a évoqué, sur les accords. Les accords, on est dans un processus, c'est pas encore arrivé. Si au bout, au niveau de l'application des accords, on a deux possibilités. La première possibilité est juridique. On peut, dans le cadre du droit international, évoquer une règle qu'on appelle rebus sic stantibus. C'est-à-dire, si l'autre partie ne respecte pas les accords, nous, en tant que partie prenante aussi à ces accords, on peut se retirer purement et simplement. La conséquence, c'est quoi? Ce sera une guerre larvée entre les deux États. Moi, j'ai dit que cet accord sera respecté, puisque les enjeux qu'il y a derrière là, ça n'attendra pas. Des enjeux beaucoup plus économiques. Économique pour nous et pour les États-Unis. Il y aura équilibre dans les... Non, aujourd'hui, on n'a rien. Je ne sais pas comment le Congolais... On gagne combien Pompon l'a dit. On gagne combien au niveau des minéraux ici au pays? On gagne rien. À peine 10 ou 12%. Mais demain, si on arrive à gagner 30, 40%, voire 50%, moi je pense que ce sera un gain terrible. Et puis, création d'emplois. Et puis, l'économie, ce ne sera pas seulement les minéraux. On va aussi développer l'agro-industrie. On va aussi développer les infrastructures. Donc le pays aura un gain, non seulement sur le plan économique et financier, nous aurons un gain aussi pour résorber notre chômage qui est endémique et très important. Combien qui ont terminé leurs études de droit, d'économie, sociologie, depuis 10 ans, ils ne trouvent même pas un job. Demain, il y aura du boulot, non seulement dans le cas de l'intelligence artificielle, où je recommande le gouvernement de financer la formation des jeunes et des moins jeunes dans ce secteur. C'est un secteur porteur demain. Parler Ouganda, Ouganda maintenant. Pour moi, je prendrai 30 secondes ou 40 secondes pour l'Ouganda. Pour ceux qui connaissent l'histoire diplomatique ou l'histoire du monde en général, Napoléon a perdu la guerre comment? Par le fait de vouloir
attaquer plusieurs fronts à la fois. L'Allemagne, Hitler ont perdu la guerre comment? Par le fait d'attaquer plusieurs fronts. Mais est-ce que ne serait-ce que par la voie diplomatique et de façon silencieuse, on pouvait Ça, pas... ça se fait. Dernièrement, ça se fait. L'ambassadeur... Déjà, pardon, déjà, non, l'ambassadeur ougandais ici a été interpellé par le ministre des Affaires étrangères. Tu crois que c'était pour dire bonjour, c'est tout? Non, soyons calmes. Les Congolais n'aiment pas être calmes. Vous avez un autre discours aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire? Vous êtes beaucoup plus positif aujourd'hui. Mais oui, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Mais là où je suis négatif, je finis là-dessus, ça n'a rien à voir avec le sujet. Je profite puisque on n'a pas toujours l'occasion d'avoir le micro. Je vois que la presse néglige la mise en place du gouvernement. Mais il faudra qu'on pose la question. Bientôt là? Bientôt là, mais il faut, Martin Fayulu qui prendra les... quelle que soit la personne, moi l'objectif premier c'est de réduire la taille du gouvernement. Puisque demain, si on garde nos gouvernements... Je vous dis, je vous donne un exemple aussi. Si on garde les 50 ministres ou 60 ministres, mais le jour où on doit aller négocier sur un plan bien défini, notamment de l'aménagement des territoires, bon, on sera obligé, les Américains trouvera un seul ministre. Pourquoi vous mais nous, on trouvera 5 ministres. Messieurs accusés à tort d'être... Non, je ne parle pas du monsieur, je parle de la structure, comme de l'éducation nationale. Avec cette histoire encore avoir 4 ou 5 ministères. Des filles enceintes à l'école. Non, vous voyez, vous regardez autre chose, moi je vois autre chose. Alors, merci à vous, Ngadi Bokabo. On va vraiment restreint. Merci. On va finir rapidement, l'Ouganda, en un seul mot. C'est une question qui nécessite des éclairages sur le plan historique. Non, on ne pourra pas aller aborder l'aspect historique, malheureusement. J'aimerais avoir votre point de vue de façon succincte. Si la RDC, pourquoi est-ce que la RDC n'arrive pas à pointer du doigt à pointer l'Ouganda du doigt, alors qu'ils l'ont relevé ici? Peut-être que parce que nous faisons déjà la guerre avec le Rwanda, on ne saura pas aborder plusieurs adversaires au même moment. Je crois que si on est un très bon stratège, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et il est vrai qu'il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts. Sur le plan diplomatique, l'action que le gouvernement a entrepris, d'abord avec des faiblesses à long terme, l'absence totale d'un leadership congolais en face d'une cabale montée par la communauté internationale. Et aujourd'hui, on a réussi à renverser la tendance. Nous sommes à quelques minutes d'obtenir non seulement la cohésion nationale, mais en plus la paix sur le reste de la République. Ça serait irresponsable, immature, s'il faut ouvrir plusieurs fronts. Nous savons très bien les tendances qu'il y a. Nous savons très bien le comportement de tous ceux qui ont fait la guerre au Congo. Regardez ce qui est très important, que c'est par là que je vais chuter. Le Congo démocratique, c'est un patrimoine international. Et aujourd'hui, si ces accords, on va le signer, ça sera en présence de tous les pays limitrophes de l'Afrique centrale. C'est pas peu de choses. Parce que dans tout ce que nous avions connu, qu'il soit le pillage des ressources de ce pays, tout ce pays-là était dedans. Nous sommes de ceux qui acceptent qu'il faut partager nos minéraux. Nous sommes un patrimoine international. Mais par contre, on veut que ces marchés se fassent dans la légalité. Merci et c'est l'action que nous portons aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain, peut-être, pas avec moi, avec quelqu'un d'autre, pour un autre numéro de votre magazine Kiosque. Merci à vous d'avoir été nôtre. Papa Joly, merci. C'est fini? On a fini. Mais on peut pas rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Non, on ne saura pas prendre tout le temps. Allez-y rapidement, peut-être en 30 secondes. Voilà. En fait, quand je parle de droit d'impréhension, c'est-à-dire c'est lorsqu'un autre pays reconnaît sur vous le droit des ventes des minéraux. Ici, nous sommes le 22 avril 1884. Il y a une crise entre la Portugal et l'Angleterre vers l'embouchure, où les RDC n'avaient pas l'accès sur cette portée-là, ces corridors. Voilà, c'est sur la question. Alors, maintenant, il fallait libérer les RDC. Ça, c'est la première crise que le Congo a connue. Le pays qui est étranger
pour endiguer la crise, c'est les États-Unis. Un mois après, c'est la France qui a suivi. Qu'est-ce que ces deux pays-là ont dit? Donner à l'État, à l'Association internationale du Congo, la souveraineté politique, mais en leur octroyant la souveraineté économique. Il a plutôt évoqué la dénomination, il m'a dit les mots. Non, le mot utilisé par vous, c'est là le point important. Non, il a dit que l'accès à la mer, c'était une négociation entre le Portugal et le roi. N'a rien à voir avec ce que vous avez évoqué. Non, il a dit la France qui a le droit. Moi, j'ai dit ces droits-là, ce n'est pas que la France, il y a plusieurs pays. Le premier pays à avoir accepté, c'est le 22 avril 1884. Un mois après, c'était la France. Et les trois objectifs, c'était quoi? On s'ouvre ces débats au couloir. Merci à vous, Poponjoli, d'avoir été nôtre. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Assemblée nationale et communicateur de la République. Merci à vous d'avoir été nôtre, Poponjoli. Merci également à David Kalonji. Il est analyste politique indépendant. Il préfère s'appeler proche de la patrie. Merci. Il était avec nous pour le compte de ce deuxième numéro de Kiosque Votre Magazine. Et puis à la fin, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous M. Nganzibo Kabo. Qui vous remercie de l'invitation, qui remercie toute votre équipe technique et administrative. Merci beaucoup. Notamment le grand producteur. Alors, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à Marie qui était du côté de la régie du côté de Réel et Caméra. On en a une centaine sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis également à la radio Liberté Kinshasa, on a 6.8 MHz. Vous avez constaté qu'il y a eu un petit décalage. Je vous dis merci également. Merci pour cette patience. Alors, merci à tous nos stagiaires qui nous ont suivis. Ils étaient là avec nous. Ils sont une cinquantaine dans ces studios qui fait office, bien entendu, du plateau du kiosque. Merci à toute l'équipe du côté de la régie. Il peut s'appeler Coach. Doudou Montiri. Allez, on se retrouve demain pour un autre numéro. Merci à Christian Banjolo, Bruno Zinga, merci à Moïse et tous ceux qui nous ont soutenus pour que nous puissions produire ces numéros, ces deuxièmes numéros. Portez-vous bien. Rediffusion, ça sera à 18 h sur votre chaîne. 22 h à la radio. Cette émission, quand vous voulez, si c'est TV Radio officiel.